Très bien, commençons. Je m'appelle Glenn Pierce, je suis le vice-président de la Fédération mondiale de l'hémophilie et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire que nous avons intitulé « Les vaccins contre la COVID-19 et les personnes souffrant de troubles de la coagulation, sécurité et accessibilité ». Il s'agit d'ailleurs du second webinaire que nous tenons sur ces questions. Passons maintenant à quelques questions administratives. Vous pouvez choisir la langue de votre choix en bas à droite de votre écran sur votre ordinateur. Vous voyez le MapMonde et vous avez également accès à l'onglet questions-réponses pendant la présentation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans ce secteur, sur cette rubrique. Maintenant, si vous êtes connecté depuis un téléphone portable, cela peut être quelque peu différent, mais vous allez trouver les mêmes boutons pour pouvoir sélectionner les langues en cliquant sur les 3 boutons verticaux pour avoir accès à l'interprétation. Aujourd'hui, nous allons évoquer quelques questions clés concernant les vaccins contre la COVID-19 pour les personnes souffrant de troubles de la coagulation. Tout d'abord, une perspective régulatrice du point de vue de l'Europe et puis du point de vue des États-Unis. Nous aurons également de nouvelles informations concernant le COVAX. Notre dernier webinaire portait sur cette question et nous allons donc aujourd'hui avoir de nouvelles informations concernant la distribution des vaccins dans les différents pays. Puis, nous conclurons avec une discussion ouverte et des questions-réponses. Comme je vous le disais, donc, je suis Glenn Pierce, vice-président de la Fédération mondiale de l'hémophilie, et c'est un plaisir d'avoir avec nous ces panélistes renommés aujourd'hui. Notre premier présentateur sera Cédric Hermans, qui dirige actuellement la division d'hématologie, l'unité d'hémostase et de thrombose dans le centre d'hémophilie de l'hôpital universitaire Saint-Luc à Bruxelles en Belgique. Il a publié de nombreux articles. Il est le président de l'EHAD et est actuellement membre du conseil d'administration de la Fédération mondiale de l'hémophilie avec moi-même. Il est également le rédacteur en chef du journal Hémophilia Journal. Notre présentatrice suivante, notre présentateur suivant sera Radoslow et il a... Pardon. Notre présentatrice suivante sera Manuela. Elle est docteure en médecine vétérinaire et a obtenu un doctorat sur le rétrovirus à l'Université de Géorgie aux États-Unis. Au sein de l'EMA, au nom duquel elle prend la parole aujourd'hui. Elle a travaillé en tant que responsable scientifique au sein de l'Office des anti-infectieux des vaccins. Donc, nous sommes ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui, puisqu'elle a tout particulièrement travaillé sur les vaccins contre la COVID-19 au cours de cette pandémie. Puis, nous aurons le docteur Peter Marks, qui a réalisé ses études en biologie cellulaire et moléculaire au sein de l'Université de New York et également sa résidence en médecine interne et sa formation en hématologie oncologie médicale au sein de l'hôpital de Boston. Il a rejoint l'Agence des produits alimentaires et médicaux des États-Unis, FDA, en 2012 et est devenu directeur du Centre d'évaluation des produits biologiques en janvier 2016 et il a tout particulièrement travaillé sur la question du vaccin contre la COVID depuis le début de cette pandémie. Ensuite, la prochaine personne qui prendra la parole est Claudia.
Nanel, qui est économiste de la santé avec une spécialisation en gestion des programmes de santé et plus de 12 ans d'expérience dans des hôpitaux universitaires en tant qu'experte en planification stratégique et en suivi des performances. Au cours de ces 10 années passées à l'OMS, Claudia a dirigé les travaux de suivi et d'évaluation des performances de la stratégie pour la santé publique et l'innovation. Et elle est actuellement titulaire, elle est également responsable pour l'OMS du groupe de travail d'allocation conjointe pour le COVAX. Enfin, notre dernier intervenant est le docteur Rodek Kasmarek, qui est associé de recherche postdoctorale au Gene et Cell Therapy Group au sein du Centre Wells pour la recherche pédiatrique en, à Indianapolis et il a tout particulièrement géré la réponse face au Covid au sein de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Maintenant, j'aimerais passer à la diapositive suivante. Comme vous voyez ici, nous avons de nombreuses informations disponibles sur notre site Internet. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Nous avons publié de nombreux articles, de nombreuses informations, notamment liées évidemment aux troubles de la coagulation et à l'hémophilie. Diapositive suivante. Nous avons plusieurs aspects ici, plusieurs organisations qui viennent partager leurs connaissances et il est clair que ce que nous voyons aujourd'hui avance en parallèle avec le traitement, n'est-ce pas, et le développement du produit et des vaccins contre la COVID. Donc, nous allons avoir certaines discussions à ce sujet, mais il est important de continuer à notre plaidoyer pour étendre l'accès aux vaccins à tous les pays du monde entier. Alors, vous voyez ici, comme je viens de le signaler, cette répartition, cet accès aux vaccins n'est pas le même pour tous les pays. Ce que nous voyons ici sont les dates auxquelles nous espérons avoir des pays complètement vaccinés. Vous voyez en bleu, fin 2021, en bleu foncé, en bleu clair, à la moitié de l'année 2022, etc., etc. Et nous espérons que nos pays membres continueront de recevoir et d'accélérer leur vaccination. Nous allons en parler par la suite. Maintenant, j'aimerais accueillir Cédric et lui passer la parole. Cédric, vous avez la parole. Merci Glenn et merci de cette opportunité, cette chance de prendre la parole sur les principales questions concernant les vaccins contre la COVID-19 pour les personnes souffrant de troubles de la coagulation. Comme vous voyez, cette diapositive résume plusieurs complications qui s'appliquent à notre communauté. Euh, Nous avons énormément appris ces derniers temps en ce qui concerne les facteurs qui créent les conditions pour la maladie et COVID-19 et nous sommes dans une bien meilleure position maintenant pour lutter contre ce virus. Des vaccins ont déjà été développés, vous le savez, et nous aimerions tous pouvoir avoir une discussion sur les modalités spécifiques de la vaccination. Il est clair que dans le futur, nous allons devoir en savoir plus sur l'impact de cette pandémie et les soins, notamment l'impact sur la communauté euh, souffrant d'hémophilie.
Je souhaiterais partager avec vous différents, su titres ou articles qui ont été publiés pendant ces derniers mois, depuis le début de la pandémie, plus exactement. Comme vous le savez tous, nous allons, l'évoquer pendant la partie des questions-réponses, la gestion des patients, souffrant de Covid-19 et de troubles de la coagulation s'avérer plus complexe que pour d'autres patients, d'où l'importance de nous intéresser à ces questions. Nous avons, commencé à publier un article dès le début, de mars 2020 et en 2021, nous avons, publié un autre article sur lequel j'aimerais m'attarder quelques instants. Voici donc l'article auquel je fais référence portant sur la logique et les modalités et les précautions pour les patients atteints d'hémophilie et de troubles de la coagulation. Donc, ces patients devraient comprendre véritablement les modalités de la vaccination. Donc, il faut mettre en place des activités d'éducation, de sensibilisation pour que les patients comprennent et pourquoi également ce vaccin est si important, pourquoi il a été développé aussi rapidement. C'est un message que nous devrions continuer à transmettre dans toute notre communauté et c'est d'ailleurs ce que je fais au sein de ma clinique. Ce que je souhaiterais faire à présent, c'est me concentrer avec vous sur certaines modalités et précautions au moment de vacciner nos patients. Il est clair que les patients souffrant de troubles de la coagulation ne représentent pas un groupe de priorité pour la vaccination. Ce n'est pas parce que vous souffrez d'un trouble de la coagulation que vous devriez ou que vous allez être vacciné plus tôt que d'autres personnes. Toutefois, en raison de ce trouble, il y a des facteurs de risque plus élevés, notamment en termes de diabète, d'hypotension et de maladies chroniques, auquel cas vous allez certainement faire partie, nos patients feront certainement partie de ce groupe de priorité et mais toutefois, en fonction de votre âge et des troubles que vous avez, ce n'est pas ce n'est pas une évidence, n'est-ce pas? Donc, nous allons certainement en parler plus tard, mais les vaccins sont différents. Vous le savez, il y a différents types de vaccins. Certains d'entre eux ont des effets secondaires qu'il faudra évoquer ensemble et car cela peut nous permettre de choisir entre un vaccin et l'autre. Certains patients choisissent de ne pas être vaccinés en raison du mode d'action de vaccin qui devrait finalement être administré de manière intramusculaire puisque c'est ainsi qu'il fonctionne. Donc voilà une information importante pour pouvoir choisir entre un vaccin et un autre. Maintenant, l'aide hémostatique devrait être fournie en fonction de la sévérité du trouble de la coagulation, en fonction s'il s'agit d'une hémophilie A ou B. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Si vous avez une hémophilie A ou B sévère et que vous pouvez recevoir votre vaccin après un facteur de coagulation, eh bien, cela serait meilleur, même s'il n'y a pas de contre-indication spécifique pour
cette vaccination. En tout cas, aucune contre-indication en lien avec l'hémophilie. Donc, quel que soit votre type d'hémophilie ou votre trouble de la coagulation, eh bien, il n'y a aucune contre-indication véritablement spécifique, ce qui est une information que je trouve très importante. À présent, la vaccination n'est pas non plus contre-indiquée pour les patients prenant des agents immunosuppresseurs tels que la cortisone. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, encore une fois, une autre information importante à transmettre aux patients, la réponse immunitaire doit être évaluée et continuer d'être examinée, mais en soi, le fait de prendre de la cortisone ou d'autres agents immunosuppresseurs ne constitue pas une contre-indication pour la vaccination. Et puis, comme vous le savez certainement, nous faisons partie de très nombreuses études cliniques et la vaccination devrait être reportée pour tous ces types d'études afin de continuer à les nourrir et avoir des informations plus précises. Donc, pour les patients qui se trouvent dans des examens cliniques, il est important de transmettre ces informations. Et puis, je pense également que l'ambition que nous avons tous est de pouvoir vacciner autant d'êtres humains que possible sur la planète, quel que soit leur continent et leur pays. Donc, toutes les initiatives permettant d'informer les personnes souffrant de troubles de la coagulation et contribuant à un programme de vaccination plus efficace et plus qu'encouragé. Je m'arrête là, donc, et je passe la parole à la personne suivante. Très bien. Notre personne suivante est Manuela. Merci. J'espère que vous me voyez et m'entendez correctement. Très bien. Donc, je vais parler aujourd'hui de la sécurité des vaccins contre la COVID-19 dans les pays européens, depuis l'autorisation jusqu'à la vaccination en pratique. Comme vous le savez, 4 vaccins ont été autorisés par l'Union européenne jusqu'à présent. Comirnaty et Moderna contiennent des messagers RNA, ARN, et AstraZeneca et Janssen sont des vaccins qui utilisent un adénovirus non réplicatif qui donc ne peuvent pas se répliquer et ont été remplacés par des protéines de SARS-CoV-2. Pardon. Enfin, comme vous pouvez voir sur la frise en dessous, les autorisations se sont faites à différentes dates, en différents temps, et la dernière, Janssen, à la fin mars. Ces vaccins jusque-là ont été autorisés en fonction des conditions d'autorisation marketing que nous appelons CAM, et certaines demandent des autorisations et des publications postérieures et des études continues. Il y a des prérequis très élevés pour chaque vaccin et avant d'être accepté, évidemment,
tous ces prérequis sont passés en revue. Il y a de nombreux patients qui se trouvent dans de très nombreuses études qui sont évaluées, et ce, même pendant 6 semaines après la vaccination, car c'est à partir de là où nous pouvons commencer à voir les effets secondaires. Ensuite, ces informations sont réunies évidemment, et les études doivent continuer même après avoir obtenu leur première autorisation et validation en termes d'efficacité. Les réactions adverses sont relativement rares et ont lieu pour un patient tous les 1000 patients, et dans ce cas-là, il va y avoir besoin d'une autorisation postérieure. Pour les vaccins qui ont été acceptés jusque-là, l'équilibre entre les bénéfices et les risques sont plus que positifs, donc nous avons une bonne réponse jusque-là pour tous les vaccins qui ont été autorisés. Les effets secondaires, pour la plupart, sont légers ou modérés et temporaires. Donc, ils existent, mais la plupart d'entre eux ne sont pas sévères. Ils incluent, par exemple, des douleurs au moment de l'injection et dans la zone de l'injection, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires ou une sensation de malaise. Mais pour les personnes vaccinées que nous avons étudiées au nombre de 44 000, eh bien cela a eu lieu, ces effets secondaires adverses ont eu lieu pour moins d'une personne chaque 1000 vaccinés. Donc, c'est dans le cas de ces réactions sévères, il s'agit généralement d'une allergie au vaccin, encore une fois, dans une mesure assez restreinte, puisque c'est moins d'une personne par 100 000, chaque 100 000 personnes. Et les cas de thrombose qui ont été mentionnés lors de l'AstraZeneca et les vaccins Janssen également ont une fréquence inférieure à un patient tous les 100 000, et nous continuons à réaliser des recherches en ce sens. En ce qui concerne la sécurité sur le long terme, eh bien, nous continuons à réaliser des analyses, évidemment, et vous pouvez trouver toutes ces informations sur le lien en bas de cette diapositive. La surveillance de la sécurité des vaccins, quand on l'effectue? Eh bien, nous commençons cela au tout début de la phase de développement du vaccin, et cela ne s'arrête jamais jusqu'à la phase d'application sur le marché. Nous avons pour cela différentes étapes tout au cours du développement du produit. Nous avons d'abord une évaluation de la qualité du vaccin grâce à des études cliniques, des essais cliniques, puis l'évaluation des décisions prises par les régulateurs et par les fabricants également. Puis, nous étudions la toxicité des vaccins. Nous recherchons, par exemple, à nous assurer que la qualité du vaccin est en conformité avec les directives réglementaires liées à ce genre de produit. Nous étudions la tolérabilité du vaccin avant que cela soit testé sur les personnes via des essais cliniques. Ce que nous avons utilisé en Europe, eh bien, nous avons collecté les effets indésirables dans une base de données qui s'appelle EudraVigilance, qui est une base de données qui regroupe tous les effets indésirables d'une façon générale dans la médecine, et en particulier ici sur ces vaccins contre la COVID-19. Cela donc fait partie de la surveillance continue.
Nous effectuons également des études et nous soutenons les études effectuées par des entreprises, par des universités, par d'autres régulateurs également, pour toujours aller dans ce sens de la surveillance de la sécurité des vaccins. La base de données, donc EUDRA Vigilance, vous avez le lien qui s'affiche à l'écran et elle vous permet de consulter tous les rapports qui ont été effectués sur ce sujet jusqu'à présent. Par exemple, jusqu'au 25 mai 2021, nous avions un total de 502 478 cas suspects d'effets indésirables. Mais il faut souligner que tous ces effets indésirables ne sont pas forcément provoqués par la COVID-19. Cela peut être une combinaison de différents motifs, différentes causes qui, en association avec le COVID-19, la COVID-19 ont provoqué un effet indésirable. Nous, donc, gérons tout cela par l'EMA et nous introduisons ces données dans la base de données EUDRA Vigilance. Par exemple, nous ne pouvons pas utiliser tous ces effets indésirables consignés dans cette base de données pour porter un jugement sur la toxicité de ces vaccins, parce qu'il faut les remettre dans leur contexte. Pour les différents vaccins autorisés, il faut replacer ces données dans leur contexte. Combien de personnes ont reçu ce vaccin? Quel était leur état de santé? Quelle était leur situation, leur lieu géographique? Il faut prendre en considération également l'étendue de la population. Lorsqu'il s'agit de plus de 200 millions de personnes, la quantité d'effets indésirables, bien entendu, est multipliée. Alors, qu'est-ce que l'EMA évalue en matière d'effets indésirables? Alors, comme je le disais, il s'agit de placer dans le contexte les données qui nous parviennent, parce que lorsque des millions de personnes sont suivies, il faut prendre en compte le fait que des personnes développent des maladies, qu'elles soient vaccinées ou non. C'est le cours normal des choses. Donc, on ne peut pas forcément associer ces effets indésirables au vaccin, parce qu'il y a de nombreux cas qui se produisent donc naturellement. Donc, il faut comparer ces données à l'occurrence de ces mêmes effets, de ces mêmes maladies sur une population non vaccinée. Donc, une occurrence dans le cours normal des choses. Donc, tout cela, il faut l'étudier, il faut effectuer des comparaisons, il faut donc remettre toutes ces données dans leur contexte. Alors, qu'est-ce que donc cette base de données EUDRA Vigilance nous indique? Eh bien, que la plupart des effets indésirables signalés concernant les vaccins contre la COVID-19 confirment ce que nous avons observé dans les essais cliniques, à savoir que les effets indésirables les plus communs sont sans gravité. Alors, comment signaler un effet indésirable? Vous devez le faire auprès des autorités, et parce que toutes ces données ensuite sont remontées à EUDRA Vigilance. Vous avez un lien ici pour avoir plus d'informations sur comment remonter ces informations au sein de la communauté européenne. Mais sachez que toutes les données sont remontées et c'est effectivement très important que les données venant des patients, venant des praticiens, soient signalées pour que nous puissions ensuite les exploiter. Mais outre EUDRA Vigilance, nous avons également un système d'évaluation que vous trouverez sur notre site web. Nous avons un système de planification de la pharmacovigilance, et notamment donc, dans le contexte de la COVID-19 et du vaccin.
Et cela permet de clarifier encore une fois l'importance du signalement des effets indésirables. Et la qualité du signalement du rapport est importante pour que nous puissions ensuite tirer des conclusions robustes. Et c'est important que ce signalement soit opportun également dans les 15 jours suivant l'effet adverse. C'est le délai recommandé. Il y a également un plan de gestion du risque qui indique ce qu'une entreprise doit faire après avoir reçu l'autorisation pour poursuivre la surveillance de la sécurité du vaccin. Donc, cela inclut des activités de surveillance, mais des études de l'efficacité de chaque vaccin également. Le fabricant doit également soumettre des rapports périodiques concernant la sécurité tous les 6 mois. Mais dans le contexte de la pandémie, certains rapports, donc ces rapports mensuels, ont été transmis tous les mois pour, bien entendu, avoir des informations plus rapidement en cette période exceptionnelle. Et dès que nous suspectons des réactions importantes, nous pouvons ainsi produire des données, tirer des conclusions très rapidement et en tirer les conséquences. Les données d'exposition indiquent le nombre de personnes qui ont reçu les données, ce qui nous permet là aussi d'établir des statistiques et de les ventiler par État membre notamment. Nous collectons ces données, nous les analysons de façon hebdomadaire ou quotidienne. Par ailleurs, nous soutenons également les études effectuées par les instituts universitaires sur la sécurité des vaccins. Nous travaillons avec ces académies pour, là aussi, travailler sur des hypothèses particulières, par exemple. Sur ce syndrome que j'ai évoqué, de la thrombocytopénie et d'autres événements liés à une thrombose qui peuvent survenir après la vaccination. Donc, tout ce suivi très régulier, très opportun nous permet d'avoir des données très actuelles sur ces événements. Comment fonctionne le réseau réglementaire de la communauté européenne? Eh bien, il s'agit d'un système robuste et souple qui permet, comme je viens de le décrire, de détecter très rapidement et de minimiser les risques sérieux. Dès le 11 mars, nous avons pu déjà collecter de nombreuses données qui nous ont permis d'effectuer de premières statistiques. Nous avons pu ensuite définir qu'il y avait un lien entre la vaccination et le syndrome TTS, notamment dès le 18 mars 2021. Il y a eu de nombreuses communications sur ces sujets, sur l'évaluation continue et sur les résultats intermédiaires de ces premiers examens. Et nous avons cherché à informer les autorités réglementaires sur ces symptômes pour qu'ils se préparent à prendre des mesures adéquates et avertir notamment donc les patients concernés. Le 29 mars, nous avons également réuni un panel d'experts, des hématologues, des neurologues qui ont permis d'étudier de plus près tous ces événements thromboliques et ces événements de thrombocytopénie liés au vaccin. Donc, comme je le disais, c'est un système robuste, agile, qui permet de réagir très rapidement au fil de l'actualité, de l'évolution de la situation dans ce contexte exceptionnel d'une pandémie mondiale. Et vous avez ici un exemple de l'endroit où sont transférées ces informations parce que, comme je l'ai dit, nous collectons des données sur les essais et puis ensuite sur le déploiement de ces vaccins. Alors, par exemple, pour le Vaxzevria, vous avez une description de l'ensemble des différents effets indésirables avec apposé à côté la fréquence.
et une description. Pour conclure, le message que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est que tous les vaccins prouvés dans l'Union européenne ont montré un bon niveau de protection contre la COVID-19 et comportent un profil de risque acceptable. Ce qui permet de conclure un bilan positif en matière d'effets positifs par rapport au risque. La plupart des effets indésirables sont moyens, soit mineurs ou modérés en matière de gravité et disparaissent au bout de quelques jours. Les vaccins qui ont reçu une autorisation marketing sous condition doivent encore fournir davantage de preuves à l'EMA en incluant notamment des données sur la sécurité à long terme et des études supplémentaires dans les populations non étudiées lors de la préautorisation. La surveillance de la sécurité ne s'interrompt pas après l'autorisation, mais elle continue tout au long de la vie du médicament ou du vaccin sur le marché. Nous avons des systèmes de pharmacovigilance robustes qui sont déjà en place et qui permettent de détecter rapidement tout problème de sécurité et de minimiser par conséquent les risques. Nous avons un échange d'informations très rapide, ce qui est un élément critique en temps de pandémie. Nous travaillons également avec le régulateur du Canada pour échanger constamment des informations, des données, des approches pour harmoniser notre réponse et notre utilisation des vaccins. Nous avons accru notre transparence parce que la communication en ces temps est essentielle et est important de clarifier auprès du public pourquoi nous prenons ces décisions, pour quelles raisons, pour rassurer le public et leur montrer que le vaccin est sûr et que le vaccin, de façon générale, reste un élément essentiel pour vaincre la pandémie. Merci, Manuela. Notre prochain orateur est le Dr Peter Marks. Peter, c'est à vous. Merci, Glenn. Alors, je vais aller rapidement parce que je crois que nous avons déjà pris un petit peu de retard et certains des sujets que je voulais aborder ont déjà été traités. Un des points importants à comprendre sur le développement des vaccins contre la COVID-19, c'est que ce développement a été accéléré, mais pas en sautant des étapes. Nous avons simplement travaillé de façon ardue pour leur fournir des directives claires sur les attentes concernant nos produits. C'est-à-dire que nous avons travaillé main dans la main avec les régulateurs. Nous n'avons pas bâclé en quelque sorte le travail. Nous avons maintenu des conversations continues avec les régulateurs pour intégrer les différentes phases dans une seule, par exemple, phase d'essai clinique. Et nous avons mis à l'échelle de nombreux vaccins donc en même temps. Alors c'est quelque chose qui ne se produit pas en temps normal, c'est quelque chose de particulièrement spécial, exceptionnel. Et aux États-Unis, nous avons un élément de régulation qui nous permet de réagir rapidement et de faire la démonstration rapide de l'efficacité de ces vaccins. Généralement, ces vaccins, comme je le disais, sont rendus disponibles après l'obtention de différentes licences et cela repose sur l'obtention de bonnes données et de données nombreuses sur la sécurité de ces vaccins. Nous avons en l'occurrence utilisé le système d'autorisation d'utilisation d'urgence qui a été mis en place après le 11 septembre pour s'assurer que des produits qui peuvent avoir la possibilité de sauver la vie de nombreuses personnes doivent être mis à disposition sur le marché dès lors que l'on considère qu'il n'y a pas d'autres alternatives approuvées et disponibles. Mais nous voulions avoir un standard encore plus élevé dans le cas des vaccins contre la COVID-19. Et ces études
qui ont démontré l'efficacité de la COVID-19 ont été menés avec grand sérieux et de façon exceptionnellement rapide pour obtenir cette autorisation d'urgence. Et nous avons cherché à communiquer autant que possible pour rendre le processus particulièrement transparent en cette période exceptionnelle. La surveillance a été continue et se poursuit encore aujourd'hui, bien entendu. Nous avons 3 candidats autorisés aux États-Unis. Nous avons, concernant l'ARN messager, Pfizer et Moderna. Et tous ces vaccins ont prouvé leur efficacité, une haute efficacité. Ils ont prouvé que les décès sont considérablement réduits. Les études étaient à chaque fois randomisées et effectuées avec un essai placebo en parallèle. Nous avons également étudié les patients pédiatriques, notamment dans le cas de Pfizer. Pour Moderna et les autres vaccins, cela n'est pas encore le cas. Mais les études sont en cours avec, là aussi, une ventilation de la population aux États-Unis. L'efficacité de ces vaccins a été excellente, comme je l'ai mentionné. Ces vaccins empêchent tous les décès. Les effets indésirables sont très modestes. Et tous ces vaccins sont très efficaces pour empêcher les formes sévères de la maladie. Janssen, avec une seule dose, donne des résultats légèrement inférieurs, mais il convient de souligner que cette efficacité reste très importante. Encore une fois, pour les patients pédiatriques, dans le cas de Pfizer, la réponse également est très positive. D'ailleurs, la réponse a été supérieure à ce que l'on a observé chez la population adulte. Point très important, chez les 12-15 ans, chez les 1005 personnes vaccinées dans la tranche d'âge 12-15 ans, aucun patient n'a développé la maladie, alors que 16 personnes l'ont développée parmi le groupe placebo. Donc, on a ici une efficacité de 100%, ce qui est très, très important. Et donc, ce sont des données très encourageantes dans la population pédiatrique. Et je voudrais simplement mentionner les effets indésirables les plus courants pour ces vaccins. Comme je le disais, ce sont des effets indésirables courts, relativement limités et peu sévères. Il s'agit principalement d'une douleur sur le site d'injection, d'une certaine fatigue, des maux de tête. Cela dure en général 1 jour ou 2 et cela s'atténue ou cela disparaît complètement. Des douleurs musculaires, etc. En ce qui concerne la sécurité pédiatrique du Pfizer, les résultats sont assez semblables. Pour les groupes d'âge, les tranches d'âge entre 12 et 15, pour une seconde dose placebo, vous voyez où le vaccin entre la tranche d'âge 12-15 et 16-25, les résultats sont assez semblables dans tous les cas. Diapositive suivante, nous continuons aux États-Unis maintenant à
Nous avons 3 millions de doses administrées entre les premières et secondes doses. Et le vaccin ARN messager a été administré également. Il y a des rapports qui nous ont été transmis et qui véritablement renforcent ces résultats, tels que l'a mentionné ma collègue, l'intervenante précédente en Europe. Eh bien, c'est également très important pour nous aux États-Unis également de réaliser un suivi de la sécurité des vaccins. Oui, pour conclure, eh bien, je dirais que le développement, l'évolution du vaccin contre la COVID-19 a véritablement été quelque chose d'impressionnant. Et le vaccin a été développé en moins d'un an et déployé à l'échelle internationale. Nous continuons à suivre très attentivement ce développement et c'est évidemment, mais ces vaccins véritablement font la différence. Être vacciné est quelque chose de crucial afin de prévenir le cycle de la maladie, du virus, afin de l'interrompre. Et donc, plus les personnes seront vaccinées, mieux nous pourrons empêcher la diffusion de ce vaccin et les différents variants, comme nous en avons vu apparaître dans plusieurs pays, ou en Inde, par exemple, où la quantité de variants a énormément augmenté. Donc, c'est en se vaccinant que nous pourrons empêcher, freiner ces différentes variantes. Merci de votre attention et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre par la suite. Merci, Peter. Donc, nous allons passer maintenant à Claudia. Merci, Glenn, et bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Vous allez voir donc que dans ma présentation, ce que je vais annoncer va être quelque peu différent de la carte que Glenn a montrée. Vous voyez que sur cette carte, l'utilisation du vaccin Covid touche 211 pays, zones, territoires, économies. Les définitions diffèrent parfois, mais vous voyez que là où nous avons 1 870 000 doses de COVID administrées, de vaccins évidemment administrés. Si vous vous souvenez du rouge sur la carte de Glenn, eh bien, ici, ces zones rouges se trouvent en vert très clair, à savoir les zones où la vaccination est encore très limitée et où il y a encore des territoires où le vaccin n'a même pas été introduit. Passons à présent au COVAX, un mécanisme qui combine l'aide de plusieurs pays et d'autres pays qui sont aidés dans l'administration, la réception des vaccins et une aide financière, entre autres. Donc, ces mécanismes ont servi 127 participants jusque-là, et 77,7 millions de doses ont été envoyées grâce au COVAX. Donc, il s'agit véritablement d'une quantité qui n'est pas suffisante, mais c'est un début.
Portons notre attention plus en détail maintenant sur cette carte du COVAX et des 127 participants. En bleu foncé, vous voyez les participants COVAX qui ont reçu des doses COVAX et qui ont commencé donc à être vaccinés. La situation n'est pas parfaite, évidemment, mais je voulais vous donner également une idée de ce qui se passe à l'échelle internationale et le déséquilibre finalement entre les pays. Parce que si vous regardez ce graphique, eh bien, vous voyez que la part du lion est euh, détenue par seulement quelques pays, puisque nous voyons que 77% de toutes les doses administrées le sont dans 10 pays. Donc, cela nous montre qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et vous voyez ici une autre manière d'avoir une perspective internationale. Les pays membres de l'OMS contient donc 194 pays membres. L'OMS contient 194 pays membres et parmi tous ces membres, ces États membres, 185 ont commencé à vacciner leur population contre la COVID-19. Et cela signifie donc que 9 pays n'ont pas encore commencé et vous voyez par continent que en Afrique, 5 pays ne sont pas encore vaccinés et ainsi de suite. Voici des informations plus détaillées encore. Nous avons ici évalué les 211 pays, zones, territoires et économies. Si vous regardez, sachez qu'à la fin de la présentation, j'ai inclus une diapositive avec les sources de toutes ces informations. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez y revenir par la suite sans m'écouter parler en même temps et vous pourrez prendre le temps de les analyser. Mais sachez que la situation continue d'être particulièrement inégalitaire puisque les pays à revenus élevés ont ont tous commencé à vacciner leur population, de même que les économies à revenus moyens, voire élevés, mais plus nous diminuons vers des pays à revenus faibles ou intermédiaires, moins cette réalité est exacte. Et certains pays, très peu, n'ont pas du tout commencé à vacciner leur population. Voyez ici, si nous nous concentrons sur ces 9 économies où il n'y a pas de campagne de vaccination qui est débutée. Vous voyez que certains de ces pays sont inclus dans le programme COVAX, mais ont choisi de ne pas opter pour ces initiatives d'accès. Et vous voyez que la situation ici, 6 de ces pays participants COVAX, ont choisi de ne pas en faire partie. Il y a de nombreux acteurs tels que l'UNICEF qui soutiennent ces 6 pays afin que la campagne de vaccination commence, mais les choses sont
lente à se mettre en place. Toutefois, c'est en bonne, c'est c'est en bon développement puisque nombre de ces pays sont sur le point de recevoir des premiers cargos de vaccins. Si nous passons à la diapositive suivante, vous allez voir que l'objectif, évidemment, est que les doses circulent dans le monde entier, mais malheureusement, très peu des vaccins disponibles circulent au sein des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Pour être précise, 17,3% des doses disponibles. Et je passe rapidement parce que finalement, les conclusions sont toujours les mêmes, diapositive après diapositive. Mais ici, vous voyez comment l'évolution dans le temps a lieu entre les pays ayant accès aux vaccins et qui sont toujours des pays revenus élevés par rapport aux pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et ce n'est véritablement pas comparable. Maintenant, une information intéressante, c'est que le rapport se réduit. Autrement dit, de plus en plus de pays à revenus faibles ou intermédiaires commencent à avoir accès, administrent des vaccins et les doses au sein de leur pays. Et donc, cette inégalité se réduit, mais il y a encore beaucoup à faire. En portant notre attention sur la diapositive suivante, j'aimerais vous montrer de quelle proportion parlons-nous. Et ici, vous pouvez voir que nous avons pris 40 doses, 40 doses pour 100 personnes au sein de la population, ce qui correspond à 20%, n'est-ce pas, de la population, puisqu'il y a généralement, la plupart des vaccins offrent 2 doses. Et puis, vous voyez donc que cette vaccination véritablement limite le, le risque de décès dû à la COVID-19. Donc, ce 40% que vous voyez ici est relativement bien réparti dans le monde entier, quel que soit le pourcentage général de vaccination dans chaque pays. Les pays les plus aux revenus les plus élevés ont encore une fois eu un taux de vaccination bien plus élevé, de doses administrées bien plus élevées. Et si nous passons à la diapositive suivante, qui est ma dernière diapositive, vous voyez que le seuil ici diminue à 20%. Et seuls quelques pays ont pu dépasser ce seuil. Vous l'avez vu et vous l'avez lu et vous l'avez entendu, j'en suis certaine. Les pays à revenus élevés sont ceux qui ont eu le plus accès aux vaccinations et aux doses de vaccins. Donc, à partir de ces résultats, il y a eu un appel de la part de notre directeur général et de nombreux représentants des Nations Unies et des chefs d'État afin d'augmenter les donations, afin que
les pays à revenus faibles ou intermédiaires aient accès à des doses, notamment pour les pays que nous voyons ici qui n'ont pas pu commencer ou commencent à peine à mettre en place des efforts de vaccination, car nous ne pourrons freiner ce virus que lorsque tout le monde sera vacciné, d'où l'importance d'un partage plus équitatif des vaccins. Merci infiniment de votre attention et ravi de vous écouter, de répondre à vos questions. Merci, Claudia. Si je peux maintenant demander aux panélistes d'allumer leur caméra, nous avons plusieurs questions. Certaines d'entre elles, voire nombre d'entre elles, ont trouvé des réponses dans les présentations de nos excellents intervenants, mais j'aimerais souligner le fait que la plupart de ces questions portent sur la sécurité et le risque de se faire vacciner par rapport, comparé au risque de ne pas se faire vacciner, n'est-ce pas? Tous nos intervenants l'ont mentionné déjà, mais il me semble important tout de même de le mentionner, de poser certaines de ces questions. Cédric et Peter, peut-être pourriez-nous donner votre perspective, notamment en ce qui concerne les facteurs 5 et 7. Merci Glenn. Eh bien, je ne pense qu'il n'y a pas d'impact ou de risque de tolérance, en tout cas pas de risque de thrombose. Je n'ai vu aucune information, aucune donnée sur la question, donc nous recommandons aux personnes de se faire vacciner. Merci. Peter, dans votre cas, eh bien, je dirais que je suis tout à fait d'accord et nous avons analysé l'AstraZeneca, Pfizer, et il n'y a pas de véritable différence en termes de thrombose en lien avec ces facteurs, évidemment. Donc, véritablement, je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Très bien. Et une question en lien avec cette première, et j'aimerais entendre les régulateurs sur cette question. Le risque de thrombose par rapport au risque de COVID-19, le risque de le transmettre ou le risque de tomber malade, eh bien, de nombreuses questions portent sur des événements, sur ces événements rares de thrombose. Est-ce que vous pourriez nous en dire encore un peu plus, partager vos approches avec nous, puisque les questions ont été assez nombreuses sur cette question. Manuela? Oui, merci. Bien sûr, il s'agit d'une question très importante et comment nous approchons ces questions est également crucial. L'équilibre entre le risque et les bénéfices, comme je l'ai mentionné auparavant, est véritablement très positif. Donc, il y a un risque bien plus élevé de souffrir d'avoir des risques de Covid, d'être touché par la maladie Covid-19 que par le vaccin. Autrement dit, ces vaccins sont véritablement très conseillés et les résultats de thrombose et d'effets secondaires diminuent également dans nos analyses. Donc, n'hésitez pas à à les consulter fréquemment et si vous avez le moindre effet secondaire, contactez immédiatement vos médecins. Cela nous permettra de diminuer très fortement les risques et nous en avons vu les résultats positifs. Donc, de détection immédiate et
prévenir immédiatement en cas d'effet secondaire. Puis nous cherchons à contextualiser également ces effets secondaires en fonction des différentes études réalisées. Et l'AstraZeneca, qui a été étudié dans de nombreux hôpitaux, etc., ont montré que les études ont montré que ce vaccin était également positif. Il y avait un véritable bénéfice à être vacciné par rapport à ne pas être vacciné. Et ces analyses qui continuent d'être réalisées fréquemment continuent à montrer des résultats très positifs. Le taux de vaccination permet également de contrôler ces effets secondaires. Peter, quelle est votre perspective à ce sujet? Le rapport bénéfice-risque dépend en fait tout simplement du taux de Covid-19, du taux de prévalence de la maladie. Plus le taux est élevé et plus le rapport risque-bénéfice sera élevé également. En revanche, lorsque l'on commencera à avoir un taux très faible de Covid-19, il se peut effectivement que cela pourrait faire monter ce taux, ce rapport risque-bénéfice, notamment dans certaines populations. Et il se peut que certaines populations soient donc réticentes à utiliser ce vaccin. Donc, je crois que ça dépend beaucoup du contexte. Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, je crois que la réponse dépend beaucoup de l'évolution de la pandémie. Tant qu'il y a un taux très élevé de présence et de prévalence de la maladie, je crois que le vaccin reste une solution très efficace. Ensuite, lorsque la prévalence de la maladie va se réduire, et notamment s'il existe des solutions alternatives à ce vaccin, alors effectivement, certaines populations particulièrement vulnérables pourraient tirer profit d'autres solutions, notamment donc les personnes atteintes d'hémophilie et certaines populations également plus jeunes, d'une tranche d'âge plus inférieure, alors on pourra envisager d'autres solutions. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par une faible prévalence de Covid-19? Je crois que nous avons une prévalence élevée dans la plupart des pays du monde entier. Oui, c'est justement ce que je disais. Je ne vais pas me disputer avec vous. Effectivement, aujourd'hui, les bénéfices dépassent largement les risques du fait de la prévalence élevée de la maladie. C'est ce que nous avons conclu ici dans l'organisme de régulation des États-Unis. Oui, il faut bien sûr poursuivre autant que possible la vaccination. Mais si on atteint une situation où la transmission est vraiment très modeste, alors nous pourrions commencer à prendre en compte d'autres facteurs, d'autres solutions et adopter une autre position. Mais aujourd'hui, oui, bien sûr, si vous voyez un vaccin contre la COVID-19, il faut l'accepter. Oui, les bénéfices dépassent le risque. Alors, je vais parler de populations spécifiques au sein de la communauté hémophile. Nous savons tous que nous avons une épidémie de VIH et nous avons encore certaines personnes qui, 40 ans plus tard, vivent avec le VIH. Nous avons également une partie de la population qui a subi une transplantation d'organes. Et je voudrais savoir comment envisager cela, comment immuniser cette population et que devons-nous faire pour nous protéger. Merci, Glenn. Oui, effectivement, c'est un point que nous avons souligné dans notre dernière publication. En effet,
les personnes à une immunité compromise, notamment les personnes souffrant du VIH, ou les personnes qui ont subi une transplantation d'organes sont particulièrement vulnérables et peuvent réduire leur réponse au vaccin. L'efficacité du vaccin peut être réduite. Et donc, il peut être souhaitable de mesurer les titres d'anticorps pour surveiller l'évolution des anticorps. Cela fait l'objet de nombreuses discussions. Nous allons poursuivre nos études et nous transmettrons nos résultats dès que possible. Peter, je reviens vers vous. Nous sommes tous des hématologues de formation et c'est une question qui nous concerne tous. Quel est ton titre et quelles sont les conséquences? Donc, c'est un sujet qui a été largement discuté dans les vaccins contre l'hépatite B et je suis surpris de constater que le débat n'a pas été très nourri concernant le vaccin contre la COVID-19. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelque chose qui devrait occuper le centre de nos réflexions, notamment les patients qui ont qui sont atteints du VIH, qui sont sous traitement de chimiothérapie, qui ont reçu une transplantation d'organes. Il y a des données qui commencent à émerger concernant l'utilisation d'une 3e dose, par exemple, ou de mélanger 2 vaccins. Et c'est vrai, il y a des personnes qui commencent à militer en faveur d'une 3e dose et qui portent leur attention justement sur ces fameux titres. Et je crois que c'est la bonne chose à faire. Il faut multiplier les études. Il faut poursuivre notre travail sur ces questions parce que ça peut être encourageant d'envisager que la 3e dose est une bonne solution dans ces cas-là pour renforcer l'effet. Claudia, je vois que tu as donné le lien vers un article paru il y a quelques jours et je vois une question concernant les pays à faible revenu. Qu'en est-il de nous? Et comme je l'ai mentionné au tout début, les inégalités que l'on observe en matière de COVID-19 sont les mêmes que l'on observe en matière de disponibilité des facteurs de coagulation. Donc, nous sommes déjà habitués à cela. Nous n'avons pas de bonne solution contre cela dans notre communauté de traitement. Mais ici, il y a une véritable urgence et qui ne semble pas être véritablement reconnue par les gouvernements des pays à revenus élevés, ni par les fabricants non plus. Que pouvons-nous faire pour cela? Effectivement, c'est une question qui revient souvent, notamment chez les participants ici aujourd'hui. Malheureusement, depuis la perspective des fabricants, il y a des limitations. C'est une question tout simplement de délai pour parvenir à augmenter leur production. Mais comme vous le dites, les gouvernements ont une responsabilité, devraient s'engager. Parce que le virus ne sera stoppé que lorsqu'il sera stoppé partout dans le monde. Donc, c'est fondamental de garder cela à l'esprit. Donc, l'idée de partager des donations, partager ce qui a déjà été obtenu et de distribuer de façon plus équitable les doses qui sont déjà à disposition, cela semble l'option la plus rapide pour freiner la maladie, tout en parallèle contribuer à l'augmentation de la capacité de fabrication pour réussir à fabriquer suffisamment de vaccins pour tous.
Donc, ce n'est pas que nous possédons ces vaccins et nous ne les envoyons pas partout. Non, c'est qu'il y a aussi un problème de production, de fabrication. Donc, il y a une limitation de capacité de production. Donc, il y a déjà différents projets qui visent à réussir à étendre la production grâce à l'échange de connaissances, de données pour réussir à étendre la capacité de fabrication, notamment justement dans ces pays à faible revenu pour que les produits soient plus près de ces communautés, pour que les produits soient fabriqués directement sur place, pour approvisionner directement les communautés et donc accélérer l'effet de l'immunisation des communautés. Donc, c'est les vœux formulés par de nombreuses organisations qui appellent à partager ce qui a déjà été obtenu par les fabricants et voir comment augmenter la production pour pouvoir approvisionner ces communautés pour l'instant délaissées. Qui pourrait donc tout cela participer de la solution à court ou moyen. Alors, nous avons également d'autres questions sur la vaccination. La vaccination intramusculaire pour les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Est-ce que, Cédric, vous pouvez nous en dire plus sur ces questions, sur les injections IM? Oui, honnêtement, lorsque je me suis moi-même vaccinée, j'ai été surpris de constater que c'est une toute petite seringue et l'effet est vraiment mineur. Donc, si vous avez un trouble de la coagulation, je crois que de toute façon, cette toute petite seringue, à mon sens, ne peut provoquer de blessures notables. Je crois que vous pouvez tout simplement faire en sorte que votre injection de facteur de coagulation soit assez proche de l'injection, mais pas plus que ça. Je ne suis même pas sûre que ce soit obligatoire. J'insiste, la seringue, l'aiguille est très fine, très petite. Alors, c'est un article qui est sorti dans notre journal sur l'hémophilie et qui partage cette même idée, oui. Il y a des questions également sur ces risques rares chez les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Donc, ces personnes sont inquiètes à propos de la thrombose. Est-ce que les personnes atteintes de troubles de la coagulation sont plus sujets à ces événements de thrombose? Quelqu'un veut répondre? Cédric, oui. Oui, je suis d'accord. Ce risque de thrombose est très faible. Alors, cela dépend de l'endroit où vous vivez, mais les dernières données dont nous disposons montrent que selon la sévérité de la pandémie, il faut, comme cela a déjà été dit, d'établir le rapport entre le bénéfice du vaccin et le risque de la thrombose. Si vous êtes très jeune et vous vivez dans une zone avec un contrôle relatif de la maladie, oui, effectivement, évitez. Par contre, si vous avez 60 ans, vous êtes obèse, haute tension, vous devez être vacciné, quel que soit le type de vaccin. Je crois que cela doit être discuté et abordé avec le patient pour que le patient décide tout simplement. Alors, dans les pays où les facteurs de coagulation sont manquants, je crois que les risques de thrombose sont un souci moindre. Oui, effectivement, parce que les cas de thrombose sont vraiment très limités. En revanche, le Covid est un risque réel. Vous risquez
de développer une forme grave de la maladie, la Covid longue par exemple, et vous pouvez contaminer ensuite vos proches. Et puis, sachez également que les personnes qui refusent de se faire vacciner dans certains pays s'exposent à des problèmes juridiques parce qu'ils sont ensuite en mesure de contaminer d'autres personnes qui peuvent mourir de la maladie. Donc, bon, il faut bien réfléchir à ces décisions. Oui, le comité de sécurité s'est concentré sur le fait que sur ce qui se passe lorsqu'un hémophile contracte le Covid-19. Et qui contracte le Covid-19 et qui en plus se trouve dans un pays où le facteur de coagulation est peu accessible, rappelons que sa situation devient alors très compliquée. Alors que une proportion élevée de nos membres ont accès à certains de ces vaccins simplement, pas à tous. Comment choisir? Alors, j'attends des volontaires parmi les panélistes. Ce que je dirais, c'est que les vaccins chinois de Sinovac sont en cours, et le vaccin Sputnik également, sont en cours d'évaluation au sein de l'Union européenne. Depuis début mai pour Sinovac, donc les détails de l'évaluation seront publiés dès que nous atteindrons une conclusion. Ce sont deux nouveaux outils dont nous disposerons, donc c'est important que nous puissions les étudier de près et disposer de données le plus rapidement possible pour exploiter au besoin ces deux nouveaux outils. Donc dès que nous aurons des informations précises sur ces points, nous les communiquerons. Est-ce qu'il y a des endroits où les membres de notre communauté peuvent s'adresser pour avoir des informations sur ces vaccins, parce qu'ils sont en train d'être mis à disposition. Alors, où obtenir réponse à nos questions? Sinovac a été signalé comme autorisé pour une utilisation d'urgence sur notre site web. Alors, nous avons encore besoin d'une traduction depuis un langage très, très technique vers une version plus facilement compréhensible pour le grand public. Mais le vaccin chinois a traversé une phase d'évaluation de l'OMS. Nous n'avons pas reçu toutes les données pour évaluer le vaccin russe jusqu'à présent. Mais tout vaccin, comme vous le voyez, dans la présentation de Manuela, tout vaccin est évalué par les autorités réglementaires en fonction des données qui sont disponibles, et ces résultats sont ensuite publiés en ligne dès qu'ils sont disponibles. Donc, en vous adressant aux organismes de régulation, vous pouvez obtenir les réponses à vos questions. Et d'ailleurs, je vais partager dans la rubrique de la discussion le lien pour accéder à ces informations. Est-ce que vous avez des dernières conclusions à nous partager avant de terminer? Moi, je dirais simplement que le principal problème que nous avons avec les vaccins de Covid-19, c'est justement la réticence des personnes à se faire vacciner. Donc, je conseillerais de poser vos questions jusqu'à ce que vous soyez en confiance pour prendre le pas, franchir le pas et accepter de vous faire vacciner, parce que ce que nous voyons, c'est que les ravages de la COVID-19 sont bien pires que certains des effets indésirables perçus.
Malheureusement, il y a beaucoup de militance anti-vaccination. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller vous informer auprès de sources fiables pour évacuer tous vos doutes. Merci. Au nom de tous les panélistes, merci beaucoup d'avoir participé. Et merci à tous les panélistes pour ce formidable webinaire, un des plus intéressants. Merci infiniment à tous. Sans plus tarder, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.